La situation politique nationale aujourd'hui au Bénin, c'est entre autres la vie des partis politiques, en l'occurrence l'UP Le Renouveau, la Nouvelle Alliance, l'UDD, les démissions, les fusions, les mariages, les divorces et j'en passe. Seulement, l'UP Le Renouveau semble ravir la vedette et du coup se positionne comme l'objectif à abattre, conflit politique parlant. Même si, selon les observateurs, l'UPR lui-même semble ne pas en avoir conscience. Les positionnements pour les législatives du 8 janvier 2023 ont commencé avec leurs conséquences déjà perceptibles. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Comment s'exprime la guerre des positionnements à l'UP Le Renouveau? Comment l'UPR gère-t-elle la ruée politique qui se manifeste vers elle aujourd'hui? Le contexte des législatives prochaines n'en est-il pas pour quelque chose? Comment l'UP Le Renouveau gère-t-elle son mariage avec le PRD? L'UP Le Renouveau à l'épreuve d'une fusion? C'est la thématique au cœur de l'émission de ce jour. Et pour en parler, nous recevons pour vous M. Isidore Zinsou, membre de la coordination départementale OUME de l'Union progressiste Le Renouveau, qu'il représente sur ce plateau, journaliste, ancien directeur de la presse audiovisuelle, ancien directeur de la télévision nationale par intérim, élu consulaire depuis plus de 15 ans, ancien maire de la commune de Bonou. Monsieur Isidore Zinsou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers amis. Merci pour l'invitation également. J'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Aristide Kanoussou. Aristide, bonjour. Gauthier Salodé, bonjour. Bonjour à nos amis et téléspectateurs. Je voudrais me faire l'honneur de dire toutes mes civilités à Isidore Zinsou qui est sur le plateau avec nous ce matin. Bonjour. Merci, cher ami. Alors, d'entrée, nous allons vous poser une question élémentaire. C'est juste pour jeter les bases. On aimerait savoir le regard que vous portez sur la situation socio-économique actuelle, où pour acheter du gari, pour acheter du pain, de l'huile végétale et tout ceci, il faudra débourser énormément. Vous, au sein du Parti Union progressiste, le Renouveau, est-ce que cette situation vous plaît? Merci, chers amis. Vous posez la question relativement aux informations qui circulent et qui font état de ce que les prix pourraient augmenter en ce qui concerne le sucre, en ce qui concerne le pain, l'huile, c'est ça? Le quotidien béninois. Même si on ne parle pas de cela, déjà la situation actuelle. Si c'est par rapport à ça que vous posez la question, je peux vous dire en résumé, les produits de première nécessité. Je peux vous dire que si c'est relativement à cela que vous posez la question, il n'y a pas de sujet à ce niveau pour l'instant. Vous avez entendu le directeur général des douanes, M. Alain Cantin, qui a été très clair. Il a dit à partir du 1er octobre, il n'y a rien, il n'y a pas d'augmentation de prix de ces produits-là. Et il a ajouté que s'il devrait y avoir augmentation du prix de ces produits de première nécessité, il y aura absolument, et ça c'était lors d'une rencontre avec les importateurs, les personnes concernées, il y aura une concertation, absolument, un dialogue, des échanges avec eux, les personnes concernées, les importateurs. Et ils vont tenir compte également des contingences au niveau international, au niveau régional. Et que pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation. Je pense que nous devons simplement nous contenter de cette réponse. Et dans le même temps, le délai qui est une réponse proposée par quelqu'un de plus avisé, quelqu'un qui est compétent pour nous situer sur la question. Non, nous ne parlions déjà même pas de cette rumeur que la douane béninoise a démenti, mais on le sait, tout le monde le constate aujourd'hui que la vie est chère. Et vous, étant un Béninois, vous êtes dans le pays, cette situation ne vous est pas quand même étrange? Vous savez, quand nous disons, ou quand on dit que la vie est chère, ça dépend de là où on se situe également. Je pense que nous sommes en pleine mutation. Il y a un processus de transformation structurelle de notre économie qui fait que certains produits peuvent effectivement changer de prix. Des prix peuvent être modifiés.
Je prends un seul exemple. Et là, je parle de la transformation structurelle de notre économie. Si je prends le paiement, pour être très simple, de la TVA, avec aujourd'hui les factures normalisées, ceux qui, au niveau du commerce, au niveau de nos femmes, au niveau de nos commerçants, au niveau de nos entreprises, arrivaient à ne pas payer la TVA, par exemple, proposent des prix qu'on peut estimer des prix bas, des prix à la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, ça a changé. Je n'ai plus qu'un seul exemple. Aujourd'hui, ça a changé. Nous avons des factures normalisées. Et donc, il n'est plus facile pour quelqu'un de passer entre les mailles de la douane, des impôts, et de proposer des prix bas que nous appelons donc des prix intéressants, des prix des produits qui ne sont pas chers. Mais aujourd'hui, tout le monde paie la TVA. Et ça a une incidence absolument sur les coûts. C'est pour dire quoi? Avec ce que nous vivons, du point de vue de la transformation de notre économie, il y a certainement donc des prix qui ont été touchés. Mais il faut assumer. Alors, il faut assumer. Je vais vous il faut assumer parce que c'est justement à travers la collecte de ces impôts-là, de ces taxes de douane, etc., que nous avons les réalisations que nous voyons. C'est aussi ça. Alors, et puis, il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça. C'est vrai, on regarde, peut-être qu'il y a quelques produits dont les prix ont été modifiés. Mais il y a que l'économie se porte bien. Pourquoi? Je prends toujours l'exemple de la TVA. Je peux prendre beaucoup d'autres exemples. La concurrence est régulée. Et ça, c'est énorme, c'est important pour les entreprises, pour le commerce. C'est-à-dire que je suis au marché avec quelqu'un qui importe du sucre et qui vend sur le même marché que moi. Lui ne paie pas la TVA. Aujourd'hui, avec la facture normalisée, il paie la TVA. Comme moi, je payais déjà. Donc la concurrence est régulée. C'est vrai, il y a quelques impacts par rapport au prix. Je pense qu'il faut gérer, il faut assumer. Si vous permettez, à l'origine, vous êtes journaliste. Je vais vous poser une question fermée sur le sujet. Est-ce que Isidore Zinsou, oui ou non, la vie est chère au Bénin? Écoutez, je vous ai donné une réponse. Est-ce que oui ou non, la vie est chère? En fait, il n'y a pas de réponse oui et non. il y a simplement qu'il faut expliquer. Il faut nuancer, il faut expliquer. Et c'est ce que je viens de faire. Eh bien, on vous accuse, notamment votre président, le professeur Joseph Diogbenou, d'être responsable des choix difficiles qui rendent la vie compliquée aux Béninois aujourd'hui. Il est évidemment l'un des plus écoutés par le chef de l'État, Patrice Talon. Qu'en dites-vous? Écoutez, les choix difficiles sont porteurs des résultats satisfaisants. Les choix difficiles sont générateurs de résultats intéressants, des résultats de développement pour le pays. C'est vrai, on ne peut pas se réjouir des choix difficiles, apparemment. Mais les choix difficiles, il faut les assumer. Les choix difficiles portent des résultats intéressants, génèrent des résultats. Je vais vous demander de patienter que j'énumère juste quelques résultats. Allez-y. Si je prends le secteur de l'électricité, par exemple, les réformes à ce niveau-là ont été réalisées, les projets ont été réalisés à partir des effets des choix difficiles. Aujourd'hui, nous avions à l'époque une dépendance de 90% dans le domaine de l'énergie électrique, une dépendance de 90%. Nous sommes à 30% aujourd'hui. Et puis, d'ici quelques années, nous serons obligés, nous serons en mesure de proposer de l'électricité à d'autres pays. Le président Talon l'a dit. Et c'est une réalité. Maria Cléta 2 a été réalisée. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kétou la dernière fois, avec la centrale solaire photovoltaïque. Nos centrales qui existaient, centrales énergétiques qui existaient, thermiques qui existaient, sont en train d'être réhabilitées,
renforcés, améliorés. Les circuits de distribution de l'électricité sont améliorés pour une meilleure qualité de l'énergie électrique. C'est ça, les résultats des choix difficiles. Vous prenez dans d'autres domaines, vous allez par exemple au niveau de l'Internet, qui est un intrant important. Quand un entrepreneur vient dans un pays, un chef d'entreprise vient dans un pays, qu'on veut investir dans un pays, aujourd'hui, on regarde certains paramètres, certains intrants, dont l'Internet. Le pays connaît aujourd'hui un déploiement important de fibres optiques, 2000 km de fibres optiques déployées pour Internet haut débit et très haut débit. C'est un indice. C'est les produits des choix difficiles, ça aussi. Vous allez aujourd'hui à Glodigbé, la zone spéciale industrielle de Glodigbé, 143 mégawatts installés, de puissance énergétique installée. C'est ça qui fait que vous allez voir les Asiatiques, les Français, les Belges, les Turcs, les Chinois s'installer. Et c'est une ville industrielle aujourd'hui qui se réalise, qui se construit à Glodigbé. C'est les effets des choix difficiles. L'eau, c'est la boisson la plus demandée. C'est l'eau, c'est la vie. Dans tout le pays est en chantier du point de vue de construction des systèmes d'adduction d'eau villageoise, par exemple. Renforcement, réhabilitation, construction des systèmes d'alimentation en eau potable. Allez demander aux gens qui sont à Glazoué, à Dassa, à Savet, à Parakou, ce que les préjudices, les difficultés que ces populations ont connues dans le passé en matière d'eau potable. Aujourd'hui, c'est en train d'être corrigé de façon importante. Même dans des coins comme, des petits coins du pays, comme à Gonli, dans la commune d'Adjoum, chez mon cher frère aîné, mon cher frère aimé, ok, vous allez voir ce qui se fait en termes de réalisation de systèmes d'alimentation en eau potable. C'est dans tout le pays. 95 châteaux d'eau sont en train d'être réalisés. C'est ça les résultats des choix difficiles. Je peux en citer, je peux, même les réformes, parce que ce qu'on voit dans le pays, cher ami, ce que nous voyons tous, qui est visible, ce sont les routes que nous voyons. Ah, c'est énorme. Le président Talon a construit beaucoup de routes, beaucoup d'infrastructures routières, etc. C'est vrai. C'est vrai que quand les gens arrivent à Cotonou, de l'étranger, ils se disent, mais on est où là? Ceux qui sont venus il y a quelques moments, qui viennent, mais on est où? Qu'est-ce qui se passe dans le pays en termes de transformation de nos infrastructures de communication? C'est ça qu'on voit. On voit les marchés. 36 marchés envisagés pour être construits. Peut-être il y a une vingtaine qui sont construits. On voit les stades. C'est vrai. Mais il y a des réformes qu'on ne voit pas. Mais qui génèrent des milliards de francs CFA. Ou qui font réaliser des milliards de francs CFA d'économie. Si vous prenez par exemple au niveau du ministère des Finances, de notre économie en général, le processus de digitalisation, le processus de dématérialisation au niveau de ce ministère-là, au niveau des régies financières. Vous savez, dans le temps, il y a des morts. Il y a des morts qui reçoivent les salaires, qui sont payés. Il y a des morts qui sont payés par mois. Et quand vous faites au point, sur l'année, c'est peut-être 10 milliards, c'est peut-être 20 milliards. Depuis que les réformes sont passées par là, que ces régies financières ont été visitées par les réformes, ont été améliorées, ces morts se reposent en paix, ne reçoivent plus de salaire, mais sont auprès du Seigneur. Mais les familles des morts doivent manger nécessairement. Écoutez, les gens ne sont pas des salariés, ils sont morts. Je ne parle pas des pensions. Ils ne sont pas là. Ils sont morts. Ils sont morts dans l'exercice d'un on leur paie les salaires comme vous. C'est-à-dire que vous êtes mort, cher ami, et on vous paie votre salaire. Je parle de salaire, je parle de pension. C'est scandaleux. On aurait pu quand même voir une alternative au lieu de supprimer. C'est réglé, par exemple.
Au niveau des voyages officiels, je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas frustrer des gens. Naturellement. C'est pour dire quoi? Aristide Canosso, si vous permettez. Monsieur Issoufou. Les choix difficiles ont porté des résultats aujourd'hui qui sont des résultats de développement pour nous. Vous parlez de résultats qui sont vraiment visibles, mais il faut que les hommes vivent pour pouvoir jouir de ces résultats-là. Si aujourd'hui, il faut débourser beaucoup d'argent pour avoir le Gari qui était à la portée de tout le monde, et vous nous dites qu'il faut assumer ces choix, Monsieur Issoufou, est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? Oui. Permettez-moi de vous le demander. Est-ce que vous pensez que le Gari est même cher? Non, attendez. Est-ce que vous pensez que le Gari est cher? D'accord, si le Gari est cher, le Gari ne sera plus cher. Parce qu'il y a un mécanisme aussi qui est en chantier pour que si le Gari est cher, le Gari ne sera plus cher. Et puis, mon cher ami, moi je suis fils de paysan. Je suis fils de paysan. Le Gari le manioc est produit par le paysan. Le Gari, au niveau de Bonou, est réalisé justement par les femmes qui ont besoin également de ressources. Parce qu'en réalité, il y a des choses, quand nous discutons, nous échangeons, on oublie des paramètres. Je ne dis pas que c'est une bonne chose que le Gari soit cher. Mais je dis, moi je suis fils de paysan. Mon feu père produisait donc du manioc. Et ma mère faisait du Gari. Et donc, ma mère prend la bassine de Gari pour aller vendre au marché. Si elle vend la bassine, le Gari à 1000 francs, alors qu'elle doit acheter de l'allumette, peut-être du riz, elle doit acheter des condiments qui proviennent de l'étranger, elle a besoin un peu de ressources aussi pour acheter. Et donc, il faut relativiser tout ça. Ceux qui produisent le Gari ont besoin aussi d'argent, un peu de moyens. Et ceux qui achètent aussi veulent qu'ils ne déboursent pas beaucoup d'argent. Mais je dis une chose par rapport à ça. Je dis, le gouvernement travaille sur ce chantier, sur ces chantiers-là, pour que la mécanisation de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture passe par là. C'est en faisant ça, c'est lorsqu'on aura atteint ces résultats que nous aurons absolument des prix assez intéressants à notre portée pour acquérir ces produits vivriers. À la question de savoir si la vie est chère ou pas, vous n'avez pas semblé donner une réponse précise. Mais là, vous semblez venir vers l'affirmatif. Et mieux, le gouvernement que vous soutenez... Je n'ai rien affirmé. Vous reconnaissez là que c'est un peu cher, mais on va s'adapter. J'ai expliqué le processus de production. Mais dans le même temps... Avec les acteurs et aussi le processus d'achat avec les acheteurs que nous sommes. Dans le même temps, le gouvernement que vous soutenez a demandé aux populations de serrer les ceintures. S'il n'y avait pas de difficulté, j'estime qu'il n'aurait pas demandé de serrer les ceintures. Et mieux, il n'a pas fini de dire ça. Il y a quelques mois, il a enclenché une procédure de subvention de certains produits, que ce soit des produits qui passent par les fret maritimes ou par les voies terrestres, etc., juste pour soulager la peine des populations. Tout ceci mis ensemble nous confirme, nous, que la vie était véritablement chère ou elle continue d'être chère. Et vous, ONUSCEN, je ne sais pas si je vais dire Union progressiste ou bien vous, en tant que Isidore Zissou, vous ne semblez pas mesurer la préoccupation du peuple béninois. Vous savez, j'ai répondu à votre question. Et vous avez répondu aussi à la question en disant que le gouvernement, face à des situations qu'on peut qualifier de cherté de la vie, prend des mesures. Prend effectivement des mesures. Mais ça n'a rien changé. De subvention. Pour subventionner ces produits-là. Ça a changé beaucoup de choses. Ça n'a rien changé. Et mieux, c'est venu à aspiration. Ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'à partir de là, les gens ont eu accès à des produits, à des prix qui ne sont pas les prix réels après les subventions. Il a fallu même que les directeurs départementaux descendent sur le terrain, les préfets descendent sur le terrain, mais malgré ça, ça ne change rien sur le terrain. Bien sûr, cher ami, je pense que nous sommes sur le marché, nous tous, et que nous suivons les subventions. Vous ne pouvez pas dire que les subventions apportées par l'État ne changent pas la vérité des prix. Ce n'est pas possible. Ça modifie absolument les prix. Alors, lorsque aussi vous allez par exemple à la station, je prends le cas des carburants, des produits pétroliers. Si les produits pétroliers n'étaient pas subventionnés, est-ce qu'on pourrait acheter ces produits à ces prix-là?
Donc, on ne peut pas dire que ça ne change pas. Nous allons évoluer dans le débat. Vous savez que, eh bien, tout ce que vous avez cité comme transformation il y a quelques instants, qui est parti du choix du gouvernement, que nous, peuple, bon, en tout cas que le peuple béninois doit assumer, tout ceci a un point commun. Le point commun, c'est le travail. Parce que c'est des entreprises qui travaillent, c'est des entreprises qui construisent les routes, c'est des entreprises qui prennent certains marchés. Alors, le travail aujourd'hui au Bénin, le gouvernement que vous soutenez a introduit une loi pour pouvoir encore amenuiser ou restreindre le droit pour les syndicalistes. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle est la lecture que vous faites de cela? J'ai quelques difficultés à cerner votre question parce Alors, que si le travail des entreprises, les entreprises effectivement s'installent, les travaillent, fonctionnent avec des travailleurs. Je parle des travailleurs en général. Si c'est sur ce plan que vous parlez, aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe en termes de création d'emplois dans le pays. Si vous faites un tour aujourd'hui à Glodjibé, j'en parlais il y a un instant, vous allez voir le nombre d'entreprises qui s'installent sur cette zone, dans cette cité industrielle. Et ça génère des emplois. Ça crée d'emplois. Vous avez vu tout ce qui se fait comme chantier au Bénin, à Cotonou, vous voyez, puis on est à Cotonou. Ça génère des emplois. Maintenant, si vous voulez parler de la grève ou des dispositions qui sont actuellement suggérées par le gouvernement, si vous voulez parler de ça, nous pouvons en discuter. Est-ce que c'est de ça que vous parlez? Les syndicats n'existent pas est ni l'autre sans les travailleurs. Donc il faut partir des travailleurs de quelque secteur que ce soit avant de parler des syndicats. Donc ce qui touche aux syndicats touche aux travailleurs en général. Mais je pense qu'il faut parler très simplement de ce que il y a actuellement un projet qui propose à l'Assemblée nationale des réaménagements à faire au niveau de certaines dispositions de la loi. C'est-à-dire que ça concerne, par exemple, le secteur maritime. C'est de ça que vous voulez parler, je pense. Ça concerne le secteur aérien, ça concerne les hydrocarbures, ça concerne le transport, etc. Je ne pense pas que de ce point de vue, il y a de quoi s'alarmer. C'est des dispositions qui sont suggérées à l'Assemblée nationale pour échange, pour discussion. Mais je voudrais simplement donner quelques exemples. Vous savez, je suis fils d'un baron syndicaliste. Et donc, je sais, quand on parle de grève, quand on parle donc de revendications syndicales, je sais de quoi cela retourne. Si vous prenez, par exemple, le secteur aérien, où il est suggéré quelques réaménagements en matière donc de grève. Si vous allez à l'aéroport de Cotonou, vous êtes malade, on doit vous évacuer à Paris, à Londres, aux États-Unis. Vous êtes dans un état difficile, comateux. S'il n'y a pas de vol, cher ami, vous mourrez. Parce que si on est en train de vous évacuer, c'est parce qu'il n'y a pas une autre proposition. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de plateau technique. Donc, on peut avoir beaucoup de décès, rien que par rapport à ça. Mais à aucun moment, le service aérien n'a pas exclu le service minimum. Ils ont dit qu'ils vont faire le service minimum. Vous avez dit le service minimum. Ça dépend de la façon dont ce service minimum est aussi exécuté. Je vous donne des exemples tout simplement. Mais ils ont clarifié tout ceci. Ils ont parlé des chefs d'État, il y a les denrées périssables. Il y a les denrées périssables. Si le service aérien, par exemple, pour envoyer l'ananas, des tonnes d'ananas qui sont à l'aéroport, s'il n'y a pas le service aérien, s'il n'y a pas l'avion, c'est difficile. C'est des milliards. Vous ne vous rendez pas compte, mais celui qui a produit, celui qui a acheté, celui qui veut aller vendre, perd des milliards de francs CFA. On peut donner beaucoup d'autres exemples.
aussi. Monsieur Si vous prenez le vous secteur aura compris, maritime, nous avons beaucoup c'est la même chose. Nous avons Si vous prenez les beaucoup d'autres sujets hydrocarbures, si vous à prenez aborder. les hydrocarbures, c'est la même chose, cher ami. Vous n'avez pas l'essence parce que les stations-service sont en grève, en mouvement. Vous n'avez pas l'essence pour venir ici. On ne pourra pas faire l'émission. Vous n'avez pas le gaz domestique, etc. Alors, c'est des choses sur lesquelles il faut échanger, pour discuter. En réalité, c'est dans la douleur aussi qu'on progresse. C'est dans la douleur qu'on gagne. C'est dans la douleur qu'on se développe. Un pays, pour se développer, a besoin de prendre des décisions importantes, audacieuses. Et donc, je dis que ce qui est proposé pour être discuté à l'Assemblée nationale a tenu compte de ces champs de situation. Et d'autres que on n'a pas le temps d'énumérer ici. Parlant toujours de loi, le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale une loi pour suspendre l'exécution des peines. N'est-ce pas là une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire? Si vous lisez les dispositions de nos lois qui régissent ce secteur, vous allez voir qu'il n'y a pas d'immixtion. Vous avez bien dit, pour suspendre l'exécution. N'est-ce pas une arme pour le président de la République pour faire non, davantage Je voudrais vous faire remarquer, il n'y a pas d'immixtion. Il faut qu'on s'entende sur les mots, l'usage des mots. Il n'y a pas d'immixtion. Parce que les gens, effectivement, parlent beaucoup, évoquent beaucoup de choses. Je ne veux pas dire bavarde. Parlent, évoquent beaucoup de choses. Il n'y a pas d'immixtion. Ce qui est proposé va dans le sens de ce que il faut suspendre l'exécution des peines. Ce n'est pas suspendre les peines, l'exécution des peines. Et pourquoi? Si vous allez à la prison de Missirité, elle est pleine à 1000%. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que le volume ou la capacité d'accueil de cette prison est dépassée de 5-10 fois. Mais on ne va pas en prison non plus pour mourir. Hein. C'est-à-dire que quand on envoie les gens en prison, quand les gens ont commis des fautes, quand on les envoie en prison, ce n'est pas pour que ces personnes aillent mourir en prison. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est revendiqué par la loi du tout. C'est pour que la personne puisse s'agir, se corriger, se réhabiliter, se raffermir, changer et venir proposer autre chose à la nation, au pays, que ce qu'elle était. Et donc, il y a que les prisons sont pleines. Vous allez à Parakou, vous allez ici à Cotonou, c'est la même chose. Et donc, il y a eu des cris, il y a eu des cris de détresse pour dire il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose. Et c'est ça qui est en train d'être étudié. Cette arme pourrait être utilisée par le président pour faire du chantage à foison? C'est-à-dire que si on suspend l'exécution des peines de quelqu'un, si cette personne est sortie, il y aura chantage sur la personne. De quelle façon? C'est-à-dire que quelqu'un est en prison et on a appliqué les dispositions légales prévues par notre théorie juridique et la personne est sortie. On a suspendu l'exécution de ces peines. Qu'est-ce qui nous permet de faire du chantage sur cette personne? Je ne pense pas, pas du tout. Ce n'est pas le but envisagé, ce n'est pas l'objectif du tout. Et je ne vois pas en quoi c'est rentable aussi de le faire de cette façon. C'est-à-dire de faire du chantage pour quelqu'un qui est sorti. En quoi c'est rentable? Non, je ne pense pas. Alors c'était juste un détour pour vous permettre de vous prononcer sur les questions d'actualité, sur le plan social, économique et tout le reste. Revenons au Parti Union Progressiste. Comment se porte le Parti Union Progressiste Le Renouveau? Mais comment vous voyez le parti Ce que nous voyons, c'est qu'il y a tellement d'affluence vers le Parti Union Progressiste Le Renouveau. Vous en déduisez quoi? Des affluences qui ne rassurent toujours pas, parce que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. C'est-à-dire que le PRD, c'est la quantité? C'est juste une question. Comment se porte le parti? Le DUD, c'est la quantité? Est-ce qu'on peut dire que le parti de Théophile Yao, c'est la quantité? Non, je pense que
Moi, je les respecte. Nous les respectons énormément. Non, le parti, l'Union progressiste, le renouveau se porte à merveille. C'est-à-dire que ce que vous constatez déjà, c'est le fait, c'est-à-dire que le parti est la première puissance politique du pays. La première force politique du pays. 46 députés. La majorité des maires, des élus communaux, municipaux dans le pays, là, maintenant, tout de suite. Mais l'objectif, c'est de devenir le parti hégémonique du Bénin. C'est ça qui a commencé. Et ça a commencé à partir donc, de la nouvelle offre politique que nous animons, que nous alimentons, portée par le professeur Diogbenou aujourd'hui. C'est ça qui fait décider les gens, pas autre chose. Pas autre chose. Vous allez voir les résultats. Ça nous amuse quand on dit que la fusion avec le PRD souvent ne porte pas de résultats. C'est-à-dire le mariage, l'alliance, le regroupement avec le PRD ne porte souvent pas de résultats. Certains parlent même donc de ce que c'est sociologique ou sociopolitique. Non. Non. C'est vrai, il peut y avoir des mariages qui ne se soldent pas donc des échecs. Mais la plupart des mariages que nous faisons, est-ce que ce n'est pas des échecs que ça se solde souvent? Non. Ça dépend des conditions dans lesquelles ces mariages-là sont réalisés. Ce qui s'est fait là, ce qui s'est passé, ce qui a été réalisé, la fusion avec le PRD, c'est du lourd, tout simplement. Moi, je pense que ça devrait inquiéter les gens. En tout cas, ceux qui sont sur le champ politique devraient s'en inquiéter. Et non spéculer et estimer que non, ça va se casser. Non. Vous avez écouté le président Adrien Oumbedi lors de la cérémonie? Il disait, je fais confiance à l'Union progressiste. Je fais confiance à son président. Il y a des dispositions du protocole que je n'ai pas lues, mais je signe. C'est un signal énorme, fort. Et c'est quelqu'un d'avisé qui le dit. C'est-à-dire que c'est le président Adrien Oumbedi qui le dit. C'est important, ça. C'est important. C'est avec beaucoup de sonorité qu'il a dit. Et si à la fin, il Et est donc, ce n'est pas quelqu'un qui dit ça avec autant de conviction qui va laisser les choses aller dans tous les sens, je ne pense pas. Et le professeur Joseph Diogbenou également, que vous connaissez très bien, avocat de son État, éminent intellectuel, grand orateur. Je pense que ce mariage-là s'est bien passé. Est-ce que vous, et ça va porter des résultats. Est-ce que ça va porter des résultats énormes. Vous concevez normal qu'un maître du rang de Adrien Oumbedi, ancien président de l'Assemblée nationale, puisse signer un accord sans lire le contenu de cet accord? Mais écoutez, c'est lui qui l'a dit. Il a certaines dispositions qu'il n'a même pas lu. Il fait confiance. C'est lui-même qui l'a dit. Je ne suis pas en train donc de... ou bien quelqu'un a parlé, on va dire qu'il a menti. Ce qu'il a dit lui-même à la télévision. Non, c'est pour dire quoi? Il est totalement en phase avec le professeur Diogbenou. Il est totalement en phase. C'est-à-dire les deux partis politiques sont en phase totalement. Et ça, si vous prenez aujourd'hui la 20e circonscription électorale, aux élections législatives, vous allez voir ce qui va se passer. J'entends des gens qui disent, non, ça n'ira pas loin, il y aura la guerre. Vous avez commencé par le dire là. Il y aura la guerre de positionnement. Non, il n'y aura pas la guerre de positionnement au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Donc tous ceux qui sont en train de venir, toute cette ruée humaine-là sera positionnée. Tout ça, c'est encadré. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est encadré. C'est organisé, encadré, suivi. Je peux même dire parrainé. C'est pas possible que ça se casse. Mais nous sommes dans un champ politique où tout pourrait se passer. Donc les questions de positionnement vont être bien gérées. Dans la 20e, dans la 19e, dans la 15e, dans la 16e, dans la 6e et ailleurs également. Ça va bien se passer. Et puis il y a de la place dans la République. Il n'y a pas que le poste de député, par exemple.
Il y a de Mais la les place enjeux, c'est pour dans les la République. législatives. Bien sûr, je vous dis, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de guerre de positionnement. Il n'y en aura pas. Mais dans les coulisses, ça menace fort. Ceux qui estiment qu'on doit écarter les briscards, les vieux, les anciens, les députés qui ont déjà fait 2 mandats, sont en train de menacer pour dire que dès qu'il y aura tentative de les écarter, ils vont embrouiller les cartes. Est-ce que vous les avez vus marcher pour Mais menacer, il n'est pas encore l'heure. pour protester? Ils ne vont pas marcher. Mais ils vont faire, par exemple, comme un ministre qui a joué ou a marqué un but contre son propre camp. Un ministre qui a dû démissionner finalement de son parti politique. Vous parlez de qui? Je ne saurais le nommer directement, vous suivez mon regard. Donc j'estime que dans ces circonstances où les gens battent campagne contre leur propre parti parce qu'ils se sentent lésés, ce schéma risque de se reproduire d'ici Je peu. vous ai dit, au niveau de cette formation politique, l'Union progressiste, le renouveau, je vous ai dit, c'est encadré. C'est encadré. C'est organisé, c'est encadré, c'est parrainé. Je pense que nous avons quelques jours pour observer. Je pourrais avoir, de façon marginale, quelques élans, quelques velléités. De façon marginale, quelques velléités. On ne peut pas refuser aux gens. Nous sommes des humains. D'être frustrés parce que, bon, on aurait pu faire ça. Mais ce sera marginal. Isidore Zissou, qu'est-ce qui marginal. justifie ce changement brutal de position de l'Union progressiste Le Renouveau? Parce qu'entre-temps, l'Union progressiste avait dit tout simplement que nous n'avons pas besoin de faire de la campagne, nous n'avons pas besoin de faire des adhésions massives. Mais aujourd'hui, c'est l'Union progressiste qui lance l'appel à l'adhésion au sein de son parti. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire quoi? L'Union progressiste est organisée. Nous sommes en train de présenter notre nouvelle offre politique qui attire les gens. Si Koulibaly est venu... Et vous êtes obligé d'accepter tout le monde sans filtre. Mais écoutez, on est en politique. Vous pensez qu'en politique, on rejette? On fait la soustraction? Je ne pense pas. On fait l'addition plutôt. On adore l'addition en politique. Si Koulibaly est venu, c'est parce qu'il a été convaincu par la nouvelle offre politique de l'Union progressiste de renouveau. Si Théophile Yabou est venu, c'est parce qu'il est convaincu de ça. Si les autres sont venus, il y a beaucoup d'adhésions, beaucoup d'arrivées, beaucoup donc de gens qui viennent. C'est parce qu'ils sont convaincus. Je vous donne un exemple. Un exemple. Ça s'est passé hier à Bonou. Hier. C'est moi qui ai organisé ça, qui ai suivi ça. Parce que les gens, ils m'ont appelé pour dire, nous voulons venir à l'Union progressiste Le Renouveau. Ça s'est passé hier à Bonou. J'y étais. Ils m'ont dit, depuis 2 mois, nous voulons venir. Et ils sont venus. Et ce qui s'est passé hier à Bonou, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Ils ont pris la parole, ce n'est pas de la fiction, pour dire, ça fait 20 ans que nous on fait autre chose. Ça fait 20 ans qu'ils faisaient autre chose que moi, bien sûr. Mais qu'à partir de maintenant, c'est terminé totalement. Vous voulez dire que l'Union progressiste Le Renouveau a de chances dans Ils ont dit, la ce commune n'est pas de la Bono? fiction. Ce que je dis, ce n'est pas de la Ce fiction. n'est que des déclarations politiques, ça s'observe de façon courante. Vous savez, quand les gens font ces genres de déclarations devant leurs électeurs, des gens à qui ils ont l'habitude de proposer d'autres choses, d'autres formations politiques, etc., et qu'ils acceptent de le dire en grandeur nature, c'est-à-dire dans l'environnement dans lequel ils vivent, devant leur population, devant les mêmes électeurs, c'est difficile de dire qu'ils sont en train donc de s'amuser. Ce qui s'est passé hier à Bonou, ça se passe partout. Ce qui se passe aujourd'hui au sein de la politique, ça ne rassure pas de la constance dans les idées. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Monsieur Isidore Zissou, l'Union progressiste Le Renouveau se porte très bien à Bonou, vous voulez dire? Absolument bien. Déjà, écoutez, nous avons la majorité des élus consulaires sont Union progressiste Le Renouveau. Déjà, au niveau du conseil communal, c'est nous. Je peux vous dire que j'ai été maire de 2008 à 2015. Et de 2008 à nos jours, à aujourd'hui, Bonou ne nous a jamais échappé. Jamais. Mon groupe politique, depuis 2008
à 2022, j'ai la mairie de Bonou. Et prochainement, avec ce que nous faisons, nous allons davantage nous asseoir, non seulement dans la commune de Bonou, mais dans la vallée et dans la 20e. Je parle de l'Union progressiste, le renouveau. Donc il n'y a aucun problème. Seriez-vous candidat pour les législatives de 2023? Je n'ai pas la décision. Je n'ai pas la décision. Nous sommes dans un parti politique organisé, discipliné. Il y a des instances qui décident de ces questions-là. Et si l'instance décide de vous positionner, vous allez refuser? Je vais l'accepter avec bonheur. Vous êtes préparé pour... Je vais l'accepter avec bonheur parce que, vous savez, j'ai été journaliste pendant plusieurs années. J'ai été directeur de la presse audiovisuelle. J'ai démissionné de la fonction publique il y a 24 ans. Il y a 24 ans que je suis parti de la fonction publique, j'ai démissionné. J'ai démissionné pendant que j'étais directeur de la presse audiovisuelle, il y a 24 ans. Je suis allé dans le secteur privé. J'ai travaillé pendant plusieurs années, donc. S'il y a des expériences que je n'ai pas pu faire, c'est peut-être, entre autres, celle-là, le débat parlementaire. Et donc, si mon parti politique décide que je peux être utile à ça, je vais l'accepter avec beaucoup de bonheur. Alors, vous êtes prêt à faire cette bataille-là contre les autres prétendants qui pourraient bien vouloir être positionnés? Vous parlez de prétendants dans le cas de l'Union progressiste, le renouveau? De renouveau. Je vous ai parlé de la discipline du parti, donc il n'y a pas de... Mais vous êtes bien rassuré par cette discipline-là? Bien sûr. Alors que vous, fort de votre expérience, vous savez que dans le champ politique, eh bien, malgré la discipline, tout peut se passer. C'est encadré. Ce qui, si vous permettez, Gauthier Sedodé, c'est encadré par votre parti politique, certes, mais ce qui est juste, qui peut relever de votre responsabilité, c'est que vous n'irez pas à l'Assemblée nationale les mains vides. Même si votre parti vous désigne, vous devez avoir un projet, vous devez avoir une ambition. Si vous allez à l'Assemblée, par exemple, Isidore Zissou, qu'est-ce que vous auriez à proposer, par exemple, comme projet de loi pour améliorer le quotidien des Béninois? J'ai des arguments assez importants pour répondre à votre question. Mais je ne vais pas répondre à votre question. Pour des questions de décence. Des questions de décence, d'éthique et de déontologie. Vous préférez mûrir davantage l'idée? Je ne peux pas, sur la télévision, je représente l'Union progressiste, le renouveau ici. Et je vous parle de discipline. Je ne peux pas me mettre à dire que j'ai tel projet. L'occasion n'est pas donnée aux autres de le faire. Donc ce n'est pas éthique. Alors, l'autre chose, rapidement, ce qui concerne votre parti, c'est la fusion avec le PRD. Cette fusion qui a été, ou qui reste jusqu'à présent, au centre des polémiques et des discussions. En première loge, dites-nous comment vous appréciez cette fusion-là, jusqu'à ce que l'arc-en-ciel soit positionné au-dessus du baobab. Est-ce que vous trouvez que c'est idéal de faire ce sacrifice-là? Parce qu'en quelque sorte, c'est un sacrifice que l'Union progressiste a consenti. Je pense que ceux qui ont eu l'idée de concevoir ce logo-là sont bien avertis. Ils ont été très éclairés. Ils ont été assez pertinents. Le PRD et l'arc-en-ciel apportent au nouveau. Avrankou, Adjara, Misrete, Soava, Abomey-Calavi, Akpakpa, c'est une religion. C'est une religion. C'est un parti d'envergure nationale. Absolument, c'est une religion. Et donc, si vous concevez un logo, vous évacuez tout, l'arc-en-ciel, etc., c'est pas bon. Vous savez, chacun adore quelque chose. Chacun adore sa religion. Alors, donc si toutes les autres religions devraient venir sur le baobab, comment est-ce que ça va se passer? De toute la finesse qui a entouré ce dossier de fusion entre le PRD et l'Union progressiste. Si chaque marque, parce que ce n'est pas que le PRD qui a une marque au Bénin, si chaque parti politique qui a un ancrage considérable
au Bénin doit déposer sa marque sur le baobab, qu'adviendrait-il de ce parti-là? Mais les partis politiques qui sont en train d'arriver et qui sont déjà venus n'ont pas fait d'observation à ce niveau, n'ont pas exigé, mettons, cette forme donc, de mariage. Pourquoi on doit se plaindre? Des gens qui ont démissionné du PRD entre-temps, qui sont les gens qui avaient démissionné du PRD, par exemple, et qui sont dans l'Union progressiste, aujourd'hui sont contraints d'adorer, puisque vous parlez de religion, sont contraints d'adorer à la fois le bloc, l'UP, le Baobab, et d'adorer aussi l'arc-en-ciel, malgré qu'ils avaient démissionné du PRD en son temps. Vous savez, nous tous, nous prions, même si nous sommes dans différentes églises catholiques, évangéliques, la mosquée, etc., nous parlons tous de Jésus. Donc c'est le même Dieu. Nous parlons tous de Jésus. Ici, c'est la politique. Le Dieu ici, c'est qui? Nous, on est tous là, la politique. C'est la politique. C'est autour de la politique, on se retrouve. On parle tous de Jésus, que tu sois à l'église catholique, évangélique, la mosquée, etc. Même le vaudou, non. On parle de Jésus. Ici, c'est la politique. En politique, il n'y a pas de barrière fondamentale. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Lorsque les intérêts sont convergents, vous retrouvez tout le monde là. Et on oublie le passé. Monsieur Isidore Zinsou, puisque le temps nous le permet, nous allons rapidement aborder un autre sujet. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le nouveau coup d'État au Burkina Faso. La démocratie en Afrique est-elle en difficulté ou bien celui-ci vient un peu comme pour sauver le peuple burkinabé des mains de l'impérialisme occidental? Bon, le mot est trop fort, hein. Impérialisme occidental. C'est vrai que ça nous ramène un peu dans le passé avec le PRPB. Non, je pense qu'il y a des choses changent, il y a des mutations. Et moi, je suis content pour mon pays. Je pense que vous avez des raisons d'être content pour le Bénin. Content parce que depuis 90, d'abord nous avons été les acteurs importants de la démocratie en Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la conférence nationale des forces vives, c'est à partir d'ici que ça a été exporté dans les autres pays qui ont fait l'expérience de cette conférence pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans pour certains pays. Donc nous sommes précurseurs de ces choses-là. Et depuis 90, nous avons de façon importante respecté certains marqueurs de la démocratie, à savoir l'alternance au sommet de l'État, l'organisation des élections à bonne date, l'animation plurielle de la vie politique. Et donc, quand on est acteur de ces choses-là, quand son pays fait l'expérience merveilleuse de ces outils démocratiques, on est un peu dérangé par ce qui se passe au Burkina, les coups d'État, etc. On va souhaiter que les choses s'arrangent dans ces différents pays pour que la démocratie prenne le pas. Alors, Isidore Zinsou, vous avez dit que le Bénin fait l'effort de respecter certaines marques depuis 1990. Est-ce qu'aujourd'hui, 32 ans après la conférence des forces vives de la nation, vous estimez que la démocratie est toujours à sa place? Quand on écoute le chef de l'État, Patrice Talon, devant les entrepreneurs français qui affirme que oui, il peut concevoir, il peut avouer qu'il y a eu un certain recul démocratique, eh bien, mais le Bénin fonctionne toujours. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je pense que vous êtes en train de trafiquer l'intervention du président Talon. Il n'a pas dit qu'il est d'accord, il accepte qu'il y a un recul de la démocratie. C'est l'expression qu'il a utilisée. Il y a eu recul démocratique, il a confirmé. Non, vous n'avez pas bien suivi la nuance. La nuance ici, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des marqueurs. Pourquoi ne pas respecter toutes les... Il y a des marqueurs pour apprécier la vitalité, le dynamisme d'une démocratie. C'est universel. C'est des choses... Quand on regarde ces paramètres-là, et c'est sur ces genres de choses que les bailleurs de fonds s'organisent pour dire on peut accompagner le pays, etc., etc. Il y a des marqueurs. Les marqueurs importants, en tout cas. Vous n'êtes pas sans savoir que... Les marqueurs, c'est ce que je vous ai dit.
Vous n'êtes pas sans savoir Le que parlant de ce marqueur-là, le Millennium Challenge les marqueurs, a suspendu le Bénin à cause de ces marqueurs-là. L'organisation des élections à bonne date. Les marqueurs, c'est l'alternance politique au sommet de l'État. Les marqueurs, c'est l'animation de la vie politique plurielle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas d'animation plurielle de la vie politique? Est-ce que, si vous prenez par exemple les partis d'opposition, que ces partis absolument sont interdits d'animer la vie politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Puisque vous en parlez, est-ce que vous espérez affronter les partis politiques de l'opposition lors des législatives qui arrivent? C'est un souhait. Et dans le cas contraire, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un souhait. Et je pense que les partis politiques qui se retrouvent dans l'opposition vont devoir participer aux élections. S'ils le désirent, parce que là aussi c'est une question donc de vision, d'option, une question d'organisation. Si ces partis politiques décident de participer aux élections législatives, c'est une très bonne chose. Ça va participer à l'animation plus intense de la vie politique lors des différentes campagnes. Monsieur Isidore Zissou, l'émission tire à sa fin. Nous allons vous laisser conclure. Merci beaucoup, chers confrères. Merci beaucoup pour cet exercice qui nous a permis quand même de nous exprimer. Je voulais dire 2 ou 3 choses. Première chose, qu'il soit entendu, compris par les Béninois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de présenter, d'animer la nouvelle offre politique de l'Union progressiste, le renouveau. Et que c'est déjà le parti politique le plus important, majeur, et que demain, ça va être le plus important encore. Et donc, quelques personnes qui hésitent encore à venir, je pense qu'on est prêt pour les accueillir. C'est important. Vous lancez toujours l'appel, comme je venais de le dire. Non, en fait, en politique, c'est ça. En politique, il faut aller vers une chapelle politique qui vous propose des choses importantes, qui vous propose de la réflexion, qui vous propose des sujets de développement, qui assume aussi. C'est cela. Donc je pense que il faudrait que les Béninois, ceux qui hésitent encore, viennent à cette chapelle. Cette chapelle aujourd'hui qui connaît un élan important, un dynamisme important avec l'arrivée à la tête du parti du professeur Tchobwenou, accompagné derrière par les baobabs comme le président Mossou, le président Edikola Ole, Mathurin Nango, etc., etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, vous avez remarqué, j'ai évoqué très rapidement, quand les gens parlent donc de ce que Tchobwenou est acteur, ou que l'Union progressiste, le renouveau est acteur des choix difficiles, je vous ai dit que les choix difficiles sont générateurs des résultats importants, satisfaisants pour nous tous. Des résultats importants, satisfaisants pour nous tous. J'aimerais qu'on comprenne qu'il peut y avoir des frustrations à ce niveau également. Par rapport au positionnement, pour ce qui concerne en tout cas l'Union progressiste de renouveau, je pense que ce sera encadré et bien géré. Je voudrais remercier les uns et les autres, les téléspectateurs pour nous avoir consacré de leur temps. Je vous remercie également pour l'invitation. Ça a été une partie de plaisir pour moi. Le Merci plaisir est partagé, monsieur Isidore Zissou. L'Union progressiste, le renouveau à l'épreuve d'une fusion, c'est la thématique qui a été au centre de ces débats.
Notre invité Isidore Nissou, membre de la coordination départementale OME de l'Union progressiste Le Renouveau, qui l'a représenté sur ce plateau, journaliste, ancien directeur de la presse audiovisuelle, ancien directeur de la télévision nationale par intérim, élu consulaire depuis plus de 15 ans et ancien maire de la commune de Bonou. Merci d'avoir été dans notre... J'ai eu le plaisir de co-animer cette émission avec Aristide Canosso. Merci Aristide. Merci Gauthier Sadodé, c'est un plaisir qu'on aura l'occasion de renouveler chaque fois. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis et à dimanche prochain.